Vous écoutez l'acte 1, titre provisoire, je suis Lilian, je vous accompagnerai toute la durée de cette première de l'émission. On va parler cinéma, sortie de la semaine, films cultes et découvertes, en bonne compagnie, Benjamin, Lucie et Clément. Comment allez-vous? Salut Lilian, ça va? Ça va nickel. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça va au top. Voilà, tout le monde est un peu stressé, mais bon, ça va se dégager un peu tout le long de cette émission. Au programme, 4 sorties cinéma de ce dernier mois, le film du jour, un regard sur le box-office et le jeu. Benjamin parlera de Mascarade, Lucie de Marie-Rêve et on terminera par X présenté par Clément et j'ouvrirai le bal avec Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Tout de suite, je vous propose qu'on écoute une musique reprise de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, Stuck in the Middle de Steeler Wheel. On vous dit à tout de suite. Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man, and your friends they all come crawling, slap you on the back and say, please, please. Try to make some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? 'Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. And you started out with nothing and you're proud that you're a self-made man. And your friends they all come crawling, slap you on the back and say, please, please. Yeah, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. Here I am, stuck in the middle with you. T'es trop belle. Je m'appelle Étienne. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Vous allez bien? C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies.
C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait. Exactement. Exactement. Un jour il va plus te retenir, un jour il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi j'ai couché avec lui 2 fois. Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter. Alors, Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi, je crois que c'est son 5e film. Je ne la connaissais pas et je l'ai découverte. Ma porte d'entrée vers cette réalisatrice commence par ce film semi-autobiographique de ses souvenirs à son arrivée en 1986 au Théâtre des Amandiers, centre de l'Europe, au niveau de la comédie, je crois. 13 jeunes comédiens remplis de vie sont sélectionnés aux Amandiers. Un joyeux casting incarné par des visages inconnus à ma mémoire, excepté une minorité vivante. Le film s'ouvre sur le concours des Amandiers, où tous les candidats se donnent corps et âme lors d'auditions sur un rythme sans rappeler Milos Forman avec Taking Off. On y retrouve Stella, qu'on va suivre principalement, Étienne, Victor et Adèle, chacun incarné dans cet ordre-ci par les acteurs Nadia Tereskevich, Sofiane Benasser, Vassili Schneider et Clara Breto. Je crois qu'il y en a 3 sur 4 que j'ai dû prononcer mal. Ça passe. Pour cette fois, ça passe. Voilà, du coup, qui sont acceptés au théâtre mené du coup par Louis Garrel sous les traits de Patrice Chéreau et Pierre Roman, incarné par Michel Escaut. Ils y préparent une pièce, Platonov de Tchekhov, et certains, du coup, par cette pièce, gagneront un passage au théâtre new-yorkais. Ils y incarnent dans cette pièce des vieux en manque de jeunesse, contrastant avec nos comédiens dans la fougue de l'âge, au passé parfois douloureux et aux portes de leur avenir. Stella, bourgeoise parisienne, tombe sous le charme du ténébreux et toxicomane Étienne. Un scénario clairvoyant, mais le ton du film est dans sa vie. Et là, c'est le bordel, avec tous nos personnages. Anaïs, jouée par Léna Garel, est enceinte. Franck, 19 ans, est marié et attend un enfant. Juliette est amoureuse de ses mentors. Étienne deal de l'héroïne avec le directeur. Et Stéphane se fait draguer par Louis Garrel, cocaïné. Tandis que Suzanne Lindon les espionne en tant que serveuse du restaurant d'en face, n'étant pas assez douée d'après le théâtre pour faire partie des titulaires du film. Donc voilà, un joyeux bordel, mais ce film incarne la vie. Tous ces étudiants vont vivre cette année et on traverse toute cette histoire par les souvenirs de la réalisatrice qui, des fois, peuvent se perdre, mais nous immergent toujours dans cette ambiance de troupe, de joyeuse compagnie théâtrale. Ça m'a fait penser du coup au Soudoué, avec son charme, une sorte de Soudoué moderne où moquerie, bon enfant, jalousie, amour, addiction se mêlent dans une mise en scène flottante, précise et distordue par la folie des personnages, signé Souvenir, Valeria Bruni Tedeschi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce film ? Je sais que toi, Benjamin, tu voulais le voir. Moi, je voulais le voir, mais je m'intéresse pas forcément au film que j'ai envie de voir, justement, pour garder un petit côté mystérieux au moment de voir le film. Enfin, je regarde pas les bandes annonces des films, je lis pas les synopsis, donc j'ai pas grand chose à dire dedans. J'ai juste hâte de voir Vassili Schneider, parce que c'est le petit frère de. Comment il s'appelle déjà Romy Non. Non. Je sais plus. Non, mais si, celui qui sort avec Virginie Efira. Hein. Ouais. Qu'on donne le nom et qu'on coupe ça au montage, par pitié. Non, mais moi, ça m'a fait penser à de ce que tu as raconté, etc. Surtout le côté un peu autofiction et tout, à Annie Ernaux et le film L'événement. Je connais pas du tout. Je trouve que même en ayant vu juste la bande-annonce des Amandiers, parce que j'ai pas vu le film, je trouve que même les images, etc., il y a ce côté un peu dépeindre une jeunesse des années presque 70 en fait. Et, Années 80. Ouais, bah franchement, ça m'a vraiment fait penser à ça. Ouais, exactement. Il y a vraiment une ambiance qu'on retrouve. C'est un film où on pourrait se dire peut-être qu'il a 40 ans de retard, mais en même temps, il donne de la fraîcheur au cinéma d'aujourd'hui, je trouve. En tout cas, j'ai passé un bon moment vraiment devant ce film. Ok, moi j'ai une question, Lilian. Vas-y. Comment est-ce qu'elle est Suzanne Lindon dans le film ? Suzanne Lindon, elle est perdue. Elle, comment dire, elle se fait dégager aux premières sélections pour le théâtre des Amandiers. Et du coup, on la voit espionner. C'est vraiment le regard extérieur à l'histoire du film, où elle va travailler du coup, en tant que serveuse sur le trottoir d'en face et va espionner du coup ce qui se passe, l'école, et toujours essayer de l'intégrer.
sachant que du coup, cette école des amandiers, à l'époque, c'était vraiment... Le best. Ouais, c'est Le ça. meilleur des meilleurs. Il y avait rien de meilleur pour un jeune comédien qui voulait se lancer dans le milieu. Bah voilà pour les amandiers. Je pense que derrière, on va du coup passer à Mascarade. C'est toi, Ben, qui va nous le présenter. Un film que du coup qu'on a principalement tous vu, sauf Clément, et qu'on pourra du coup débattre. Même avec toi, tu pourras participer, Clément. T'inquiète Oui, pas. je vais débattre sur un film que j'ai pas vu. Tu nous pose des raconteras ce questions. qui s'est passé à la 43e minute du film. J'ai pensé à vous un jour ce soir. À moi? Mais on se connaît pas? C'est peut-être pour ça. On se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on dirait presque un couple. Moi, je suis heureux. Bah, tant mieux, il t'en faut peur. Bon, allez, il est tard, faut que tu partes. Et pourquoi? Elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs. Je veux qu'on habite ensemble, comme un vrai couple. Je t'ai observé avec les mecs. Faut que tu rencontres le bon profil. La terrasse s'étend sur 360 degrés. Waouh, c'est la plus belle place de le monde. Les types que tu fréquentes, ils veulent juste passer du bon temps à l'hôtel, mais le soir, ils rentrent dîner chez Bobonne. Je suis marié, vous savez. Tu m'en fous. Faudrait qu'on tue Bobo. Et toi? Me donnera rien. Je suis pas amoureuse. Ça se travaille, ça? Ce petit merdeux, il la tenait. Je partirais avec elle si elle avait ton âge. Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi. C'est le mariage que tu vises, oui ou non? C'est le divorce. Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade. Je suis pour rien dans cette histoire. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. C'était donc pour ça. Du coup, je vais vous parler de Mascarade, qui est le dernier film en salle de Nicolas Bedos, qui avait sorti avant La Belle Époque et Monsieur et Madame Adelman. Mascarade, c'est l'histoire d'un jeune gigolo qui habite chez une femme riche, et lors d'une soirée qu'elle fait, il rencontre une autre femme qui est une croqueuse de diamants. Et il va y avoir toute une histoire d'amour naissant entre ces deux personnages, et aussi une escroquerie qui va se montrer contre un autre personnage. Le casting, c'est le gigolo, c'est Pierre Ninet, qui est vraiment exceptionnel dans le film. Croqueuse de diamants qui est jouée par Marine Vatch, qui joue aussi exceptionnellement bien. Je trouve qu'elle est vraiment séduisante dans le film. Et elle a un côté mystérieux. Enfin, je trouve que le jeu des acteurs était vraiment intéressant dans le film. Et ils avaient vraiment une part puissante où ils étaient vivants, contrairement à d'autres films qu'on peut voir en ce moment où les personnages prennent moins vie. Là, on a vraiment l'impression que Bedos nous met face à des personnages et qu'il les fait vivre dans ses films. Enfin, je trouve que dans le film, ça se ressent surtout avec le personnage d'Isabelle Adjani. On comprend dans le film rien qu'à la façon, à sa démarche de vie, à son caractère qu'elle a dû vécu, et que c'est quelqu'un qui peut réellement exister et pas juste un personnage dans un film. Ouais, tu parles. Je t'ai déjà entendu parler de personne au lieu de personnage. Ouais, Est-ce c'est que tu ça. penses que- ouais, C'est ce une qu'il idée de applique personne. Et justement, dans le film, la personne avec qui je trouve que c'est un peu raté, c'est François Cluzet. Déjà, j'aime pas son jeu de base. Je trouve qu'il a tout le temps le même jeu et qu'il est assez exécrable. Mais Mais- dans le film, il est quand même absent pas mal de temps. On le voit tout au début avec du coup la première action du film qui va lancer toute l'histoire. Et derrière, il disparaît un peu avant de le retrouver. Il est un peu placé comme un pion au début, je trouve. Ouais, mais je trouve que toute son idée de relation, de couple, d'avoir des enfants, etc., je trouve qu'on n'y croit pas vraiment. Enfin, c'est un peu des contraintes qu'on lui a mis pour pouvoir avancer dans l'histoire, mais j'ai pas l'impression que ça constitue réellement son personnage. Enfin, par exemple, je trouve pas ça forcément intéressant, le fait qu'il soit marié et qu'il aurait pu plus avoir un conflit autour du personnage de Marine Vatch et de son amour qu'il porte pour elle, mais... Non, je sais pas, j'aime juste pas beaucoup. ça s'arrête là. Mais j'aime beaucoup la façon que Bedos a, de toute façon, dans toutes ses histoires,
comment il traite d'un sujet. Je trouve qu'il s'éloigne du cinéma manichéen et qui rentre plus dans une idée de conflit avec ses personnages qui sont proches du réel. Et il arrive aussi à créer un côté touchant avec ses acteurs où même s'ils font des atrocités dans ces films, on va toujours les avoir dans notre cœur. Enfin, je sais que pour moi, dans le film, c'est ce que j'ai ressenti avec le personnage de Marine Vatch, qui est une assez mauvaise personne dans le film, finalement, et qui va tout du long garder cet attrait quand même. Enfin, on trouve le personnage intéressant, et même si c'est pas forcément une bonne personne. En plus, on les découvre sous toutes leurs humeurs. Hein. Ils n'arrêtent pas de changer de manière très très naturelle. Bedos est effectivement hyper doué du coup pour diriger tout ça. Et en plus, le film reste léger malgré toute une histoire compliquée. Le film est drôle, le film est intéressant, fait bien évoluer ses personnages et du coup nous tient en haleine tout le long alors que c'est un véritable puzzle qui même à la fin ne se démêle qu'à la dernière minute. Après, moi je suis pas trop d'accord avec toi par rapport à François Cluzet. Je trouve qu'il a son importance dans le film parce qu'il y a aussi tout l'histoire avec sa femme. Enfin, quand lui il décide de se rapprocher de Margot, du coup, Marine Vatch, sa femme, elle va partir avec Pierre Ninet, qui va aussi essayer de créer cette espèce de mascarade. Et donc, au début, c'est un peu cette espèce de dilemme de ils vont arnaquer qui ? Ça va être d'abord sa femme ou ça va être d'abord François Cluzet ? Et après, au final, ça va être François Cluzet tout seul, mais aussi sa femme qui reprend cette espèce de liberté. Et donc, on commence un peu à s'attacher à ça et on se dit, est-ce que finalement, il devrait pas retourner avec sa femme ? Mais il y a aussi sa fille qui rentre en jeu, qui décide de plus lui parler. Et tout ce rapport un peu familial, c'est le point d'appui au procès où on va s'appuyer là-dessus pour essayer de le défendre. Donc, ça a aussi son importance. Ouais. C'est pas faux, bon point pour Lucie. C'est un bon point. Mais je trouve que justement, il manque des passages de vie entre le personnage de François Cluzet et sa femme. Parce que même après, quand ils se sont aperçus qu'ils sont tous les deux partis avec quelqu'un d'autre, etc., et que les deux personnages ont recommencé à se fréquenter, je trouve que c'était pas forcément dépeint correctement. Enfin, il n'y avait pas d'action. On comprend pas vraiment le changement des personnages à ce moment-là. Enfin, on comprend pas pourquoi le personnage de François Cluzet y retourne. Si finalement, il n'y a rien qui a réellement changé. Enfin, est-ce que c'est une idée de retourner dans sa petite routine Je pense que qui l'ennuyait pendant 20 ans et que là, d'un coup, il se dit en fait, je me fais chier depuis 20 ans, mais là, j'y retourne parce qu'au final, j'aime bien ça. Mais c'est pour faire un film qui est adressé à tout le monde. Tu sais pas trop. Là, tout public est touché. Il y a, par exemple, des mères de famille qui vont se dire qu'au début, c'est un peu la folie de retrouver sa liberté, etc. Et après, il y a cette espèce de rapport à la raison où, au final, il y a les deux amants qui vont essayer de créer la mascarade ensemble, qui sont un peu cet amour foufou de la jeunesse. Et de l'autre côté, tu as le couple plus raisonné qui, finalement, s'aime plus, mais il est là parce que c'est comme ça depuis toujours. Je trouve que ça crée un espèce de rapport d'opposition qui est justement intéressant, en fait. Bah dis donc, on a deux psychologues des personnages ici. C'est ce que va proposer en partie cette émission, des débats enflammés dans un mood léger, une bonne ambiance. Est-ce que vous voulez rajouter un truc sur Mascarade ? Non, c'est tout. Moi, j'ai une question sur Vas-y. Au niveau de l'image, ça donne quoi, Mascarade C'est jaune. Moi je dis c'est orange, comme tous les films actuellement. D'accord. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ce que je veux dire. Quand le film a commencé, j'ai directement repéré cette couleur orangée que tu me disais que tu ne voulais plus voir et qui appartenait au dernier film de Bedos que tu aimes beaucoup. Ça m'a beaucoup fait rire au début de la séance. La Belle Époque ? Ouais. C'est le dernier ? Ouais. Ah, et surtout la Belle Époque, effectivement. En fait, c'est toujours chez Bedos, il reprend toujours les mêmes principes de réalisation. Enfin, sa colorimétrie dans ses films, c'est toujours les mêmes. Donc, quand j'ai vu la couleur orange, j'étais pas très étonné. Mais c'est une réalisation qui reste quand même assez classique. Il n'y a pas trop de prise de risque au niveau de vraiment de la réalisation. Mais ça reste intéressant. Enfin, dans la construction normative d'une histoire, on va dire que ça reste très intéressant. Il va pas faire des folies de réalisation, mais il reste très très clean dans tout ce qui est classique. Oui, on va dire que c'est maîtrisé, quoi. Ouais, on va dire que c'est du cinéma classique qui est très maîtrisé et parfois ça fait aussi du bien de voir du cinéma classique sans proposition particulière je suis d'accord. De réalisation. Et ben voilà. Après ce débat, on va passer à Maria Rêve. Je vous lance la bande-annonce et on retrouve derrière Lucie qui va nous présenter le film. À 25 ans d'expérience, ça c'est bien, ça c'est bien. Attention, hein, on n'est pas n'importe où, on est au Beaux-Arts. S'il manque des poils à votre valet, ou quoi que ce soit d'autre, hein. Vous allez voir Hubert, c'est le gardien de l'école. Tu sais, en ce
ce moment, il y a une exposition. C'est des artistes, ils mettent des matières et puis après, ça crée des formes. Et le sol, il va se nettoyer tout seul. Vous m'avez vu? Non, je vous ai pas vu. Est-ce que je peux vous prendre le seau? C'est pour une install. En fait, c'est simple. Il faut accrocher un sexe tous les 5 fils. Un quoi? C'est quoi le concept? Tu lui expliques? Ah, C'est joli tous ces coquillages. T'es vraiment pas dégueu pour ton âge. Hein. Tu feras un super modèle de nu. Vous aimez votre métier, Maria? en général, femme de ménage, c'est pas un métier qu'on choisit. On voit tout, mais on dit rien. Et ça j'aime bien. Je me sens invisible, en fait. Ce serait dommage de pas vous voir. Petit déjeuner surprise. Dis donc, t'es belle. C'est aujourd'hui, hein. C'est là, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier. C'est maintenant et il faut y aller. Même si t'as peur, il faut y aller. Parce que sinon, après, c'est trop tard. Après, c'est fini. Et bah c'est parti pour Lucie avec Maria Rêve. Du coup, c'est un film qui m'a vraiment touchée parce que on a cette femme incarnée par Karine Viard qui est une femme de ménage qui en fait explique qu'elle s'est laissée emporter par cette vie-là, qu'elle avait d'autres rêves et elle est dans son couple avec Philippe Huchon qui incarne vraiment c'est très stéréotypé, on a des archétypes avec ce couple qui s'aime franchement plus, qui respire plus du tout l'amour, deux parents qui du coup ne parlent plus à leur fille suite à une embrouille parce que leur meilleure amie qui est beaucoup plus âgée a décidé de sortir avec leur fille. Et donc en fait c'est un peu on nous présente au début un environnement du non-dit et du regret, et il y a cette femme qui va postuler un peu de manière hasardeuse aux Beaux-Arts de Paris pour devenir femme de ménage là-bas, et c'est là qu'elle va rencontrer Hubert incarné par Grégory Gadebois, et en fait ce personnage c'est elle mais au masculin. Et donc lui c'est le gardien des Beaux-Arts qui gère un peu tout le côté tout ce qui est caché, donc le ménage, les salles de classe, quel prof va à quelle salle à quelle heure, etc. Et en fait il va y avoir tout doucement une attirance entre les deux personnages, mais personne ne va oser, enfin aucun des deux ne va oser avouer cette attirance. Donc il va y avoir des petites intentions l'un à l'égard de l'autre. Par exemple, il y a une scène où il va prendre des éponges qu'il va découper de sorte à créer un paysage de montagne, etc. Et en fait, c'est un film qui est tout doux, qui nous montre des personnages qui sont pas du tout mis en valeur normalement. C'est un film de petits gens, en fait, tous ceux qui travaillent de manière cachée. Non, mais c'est vrai, c'est trop beau. Et non, mais c'est vraiment beau, en fait. C'est super poétique parce que du coup, normalement, c'est des personnages qui, dans leur vie, ils sont pas du tout touchés par le côté artistique. On voit, par exemple, une exposition aux Beaux-Arts où c'est tout ce qui est pourri, comment la matière, elle vit. Et donc, à un moment, Karine Viard, elle va voir un vieux pot de beurre qui est en train de fondre et elle est censée faire le ménage. Alors, elle va prendre le pot de beurre, elle va le jeter. Le lendemain, il y a toute cette scène où il y a l'artiste qui cherche partout son pot de beurre et elle comprend pas parce qu'en fait, elle pensait que c'était un truc qu'il fallait jeter à la poubelle, et c'est là que son futur amant va prendre sa défense en disant mais non, je l'ai trouvé, moi, le pot de beurre, il a pas bougé de place. Et donc il y a tout ce côté deux personnages qui vont se rencontrer dans cet univers très onirique, et c'est des scènes vraiment où on rigole avec une petite larme à l'œil. Enfin, c'est très joli. Ok, ça a l'air vachement intéressant. Moi j'arrête pas de le dire, mais elle me fait un peu peur, Karine Viard, depuis Chanson douce. Dans ce film-là, elle m'a vraiment fait flipper, mais elle était du coup incroyable. Et, franchement, ça donne envie. Est-ce qu'on peut dire que ce film est beau? Oui, ouais, il est vraiment joli. Et il y a aussi cette femme qui essaye de réapprendre à aimer la vie et à s'aimer elle-même. Il y a tout ce côté où elle se met à nu devant les élèves pour qu'ils dessinent son corps. Et au début, elle n'ose pas parce qu'elle se dit mais qui voudra dessiner un corps comme le mien? Et après, quand elle voit ce que ça donne, elle se dit ah ouais, c'est vraiment joli. Et puis il y a aussi d'autres scènes où il y a des coquillages et enfin c'est vraiment très très joli et c'est rigolo, et en même temps on voyage, je trouve.
Il y a un peu dans le film une ode à l'art moderne qui est quand même assez rare au cinéma, genre qui présente toujours des formes plus classiques de l'art, par exemple des vieux tableaux qu'on peut voir au Louvre. Mais c'est vrai qu'il y a peu de films qui prennent une part de modernité, et ce film-là justement montre l'art moderne et fait évoluer le personnage de Maria vers l'art. C'est assez intéressant, et aussi avec l'art elle touche une sensibilité, donc forcément le film est assez beau. C'est un film qui reste assez cucu, assez cliché. C'est même pas vrai, c'est une histoire d'amour qui se construit sur tout le long du film, donc forcément il y a des actes d'action mignons, etc. Mais je trouve qu'il y avait un message assez beau dans le film sur la place de l'art dans une vie, et sur la place d'accepter la contemplation et ce qui est la contemplation. Ça va s'arrêter là. Il y a toute une idée de contemplation de l'art moderne et de la compréhension de pourquoi ces artistes font ça qui est assez intéressant. Contemplation. Maria Rêve, c'est le film le plus vieux qu'on présentera ce soir, 26 septembre 2022 en salle. Je crois qu'il n'y est plus, malheureusement. Il n'y est plus du tout, et il a été assez dur à voir. Il a été très peu distribué, donc ça a été assez... il y a encore quelques séances, en vrai. Dans il des est grandes encore, salles ouais. Des séances du soir de 9h. C'est ça. Eh ben écoutez, si vous avez trouvé Maria Rêve en salle, vous pourrez profiter et savoir si vous êtes d'accord ou pas avec notre chroniqueur qui l'ont présenté du coup ce soir. Je suis d'accord. Après le moment où tu vas poster ton podcast, il y sera peut-être pas, ça c'est possible. Eh ben on le verra en VOD. Eh ben nickel, on se met une petite musique, bande originale du coup utilisée pour Les Amandiers, Daydream de Wallace Collection, et derrière on enchaînera avec notre dernier film, X, par Clément. prise 1. Il faut que je sois célèbre, Wayne. Tous les meilleurs le sont. Il n'y a personne d'autre qui est comme toi. Tu sais pourquoi? Pourquoi?
Parce que t'es faite pour être une star. Les temps durs seront bientôt derrière nous. Hollywood, on arrive. On y est. On a notre propre décor maintenant. Vous cherchez un endroit où rester? Oui, monsieur. Il est vraiment affreux, le vieux. Il y a ma femme qui vit juste à côté. Alors j'apprécierais un peu de discrétion de votre part. Il sait pas ce qu'on fait ici, pas vrai? J'aime mieux avoir à demander pardon que la permission. Ça te plairait de venir à l'intérieur? Mais avec joie. Je veux être dans le film. Tu peux pas? L'histoire peut pas changer comme ça en plein milieu. Si on se fait prendre par papa, on aura de gros ennuis, t'as pas idée. Ma femme va pas bien. Ça se produit quand la nuit tombe. Cette femme était dans mon lit, elle me touchait. Tu vas pas t'en aller tout de suite. Les yeux vont leur sortir du crâne quand ils vont voir ça. C'est quoi, c'est... Est-ce que tout va bien? Non. Un des garçons a trouvé ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Et bah c'est fini pour cette bande-annonce de X. Clément, c'est à toi la parole. Je te donne la parole. Merci à toi, Lilian. Mais de rien. Donc oui, je suis allé voir X avant-hier. C'est un film américain de Ty West, je sais pas comment on dit. Et production A24, donc plutôt cool A24. Moi j'aime beaucoup A24. Midsommar, The Moi Lighthouse. j'aime beaucoup la 24. Ils avaient fait quoi? Ils avaient fait Moonlight, il me semble, produit ou distribué, je sais plus si c'était produit. Ah, Moonlight, moi j'aime bien. Voilà, en tout cas, des films sympas à 24 depuis une dizaine d'années, un truc comme ça, je crois. Je vous fais un petit pitch. Vas-y, chaud pour un petit pitch. Vas-y, un petit pitch. 1979, on suit une équipe de tournage d'un film pornographique qui se rend au Texas afin de tourner dans la propriété d'un couple de personnes âgées qui ignorent le genre de film qu'ils produisent. Et évidemment, ça va mal se passer. Ouh. Donc, moi, j'ai pas aimé le film. Hein. Là, on a parlé que des films qu'on aimait bien. J'ai pas aimé. Non, mais t'inquiète. Balance. Même s'il y a quelques qualités dans le film, le problème, c'est qu'ils partent sur une promesse. Et puis, même avant, t'avais dans le marketing du film, t'avais deux promesses qui étaient faites. C'était du sexe et puis du trash. Et il n'y a aucun des deux. Le film n'est pas assez violent parce que, toutes les scènes d'exécution, elles sont faites dans la pénombre ou avec une lumière stylisée qui rend pas le truc assez violent. Il faut que ce soit plus graphique. Et du sexe, t'en as 5 minutes, quoi. Et puis c'est pas, C'est pas ce qui était vendu. Non, c'est pas ça. C'est avec le popcorn. Petite déception sur la durée du temps de sexe. non, mais le film part sur le truc. Ils vont dire ça va être un peu hot et un peu trash, machin. Il y a rien de ça. Donc le film est interdit au moins de 16 ans, ça pourrait très bien descendre à 12 ans, je pense. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans les plus, l'image est assez chouette parce que ça reprend une esthétique 80, un peu massacre à la tronçonneuse, donc beaucoup de grains, une image un petit peu dégueulasse. Il y a des transitions en volet qui sont sympas, il y a certains plans qui sont assez esthétiques. Il y en a un qui est dans un lac avec le personnage principal qui est nu. Le plan est très joli, l'eau est verte, moi ça me plaît. Il y avait du nu, t'étais content, tu t'es dit ah. En des nus, il n'y a pas beaucoup de nus dans le film. Il y en a peut-être pas assez, je pense. Il s'est dit enfin. L'humour est plutôt bien géré. Il y a un perso qui est super drôle, c'est le producteur du film pornographique. Puis après, ça fait plaisir aussi de voir Kid Cudi dans un film. Je l'avais jamais vu. Il joue bien, il est sympa. Et t'as la musique qui fonctionne pas mal, elle est assez angoissante. Mais les problèmes, c'est que le film il se base sur des clichés
vraiment très poussé de film slasher, donc tous les personnages qui sont clichés au possible, t'as l'ingénu, t'as celui qui est con, etc. Mais là ça marche pas. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans les antagonistes, qui sont deux vieilles personnes qui sont jouées par des acteurs qui sont pas âgés, donc ils sont maquillés, le maquillage est dégueulasse, donc ça marche pas. Déjà ils font pas peur, ils sont pas inquiétants, ils sont pas très bons. Ils font pas peur. Non, ils C'est un font peu pas con peur pour un parce film que en fait le film, tout ce qui est bien autour du film, c'est tout ce qui n'est pas de l'horreur en fait. Toutes les scènes d'exécution Ok. et puis d'horreur, de flip marchent pas. Le reste marche assez bien parce que les personnages sont quand même plutôt cool, ils sont assez attachants. Mais à partir du moment où tu pars dans l'horreur, ça marche pas du tout. C'est pas violent, c'est assez raté au niveau de ça. Au final, le film, il est bien, mais c'est juste qu'il est pas dans le bon genre, quoi. Il est pas dans le bon genre parce que ça aurait pu être un film comique sur une équipe de tournage qui fait un porno. Mais l'horreur n'est pas nécessaire parce que mais vraiment les antagonistes sont pas du tout intéressants. Et le réalisateur, au bout d'un moment, au milieu du film, il essaye de les humaniser un peu, mais c'est gênant. C'est gênant parce que il fait danser sa tueuse là, sa vieille sur après un meurtre avec une musique un peu lancinante, etc. C'est bizarre. Enfin, pour moi, ça marche pas. Est-ce qu'on n'est pas sur le type d'horreur qui se fatigue un peu aujourd'hui? Non, parce que on m'a parlé d'Hérédité. Moi, c'est quoi? C'est quelle année? Hérédité 2019. Oui, Oh, c'est trop stylé, la scène où il y a la tête qui est découpée. Ouais, voilà, ça apparemment ça marche. Mais ouais, c'est comment dire. Là, on est sur un cinéma d'horreur qui est assez moderne, qui est sorti depuis quelques années, mais qui prend place en ce moment. Et du coup, on a toujours les griefs des anthologies d'antan. Enfin, c'est ça. Mais là, le film, il voulait être déviant. Le film, c'est un film qui voulait être très trash et puis niveau sexe, etc. Mais ça marche, c'est pas du tout le cas. Ça reste hyper classique. Limite, Ok. Et là-dessus, moi, je voulais juste enchaîner. Il y a une franchise américaine qui va sortir en France. Enfin, ça s'appelle Terrifier. Et là, ça promet d'être vraiment gore et puis vraiment déstabilisant. C'est un clown tueur. Ok. Voilà. Amateur de c'est très clown. très trash. C'est un délire. Eh ben parfait. Merci Clément. Amateur de clown, amateur de trash. Non, pas de clown, non, de trash. N'allez pas voir X au cinéma, mais allez voir. Non, vous pouvez aller le voir. Mais c'est quoi le prochain que tu as annoncé? Terrifier. Terrifier. Il y a le 1 et le 2 qui vont sortir en France mi-décembre. Ok. Voilà. Et ben voilà pour nos 4 films du mois. On va passer au film du jour qui ne sera autre que Happy Together, qu'on va retrouver du coup juste après Somebody to Love de Jefferson Airplane. À tout de suite. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love.
Et on se retrouve du coup pour le film du jour, Happy Together, que je vais vous présenter du coup l'histoire, le réalisateur, quelques acteurs, et après on va enchaîner sur votre expérience du film, comment vous l'avez vu, quand est-ce que vous l'avez vu, qu'est-ce que ce film vous a fait, tu vois. Du coup, Happy Together de Wong Kar-wai, je crois que c'est son 7e ou 8e film qui raconte du coup deux amants, Lai et Oh, qui quittent Hong Kong pour l'Argentine. Leur aventure tourne mal et ils se quittent. Lai retourne à Buenos Aires et travaille comme aboyeur dans un bar de tango pour économiser l'argent de son retour à Hong Kong. Oh réapparaît et s'installe chez Lai. Il trouve du travail dans un restaurant chinois où il rencontre Chang qui vient d'arriver à Taïwan. Voilà, petit résumé halluciné. Je vous avoue que je n'avais pas noté l'histoire du film. Moi, je l'ai vu du coup cette semaine. Je l'ai découvert cette semaine. J'avais enchaîné du coup plusieurs Wong Kar-wai avant et on est sur un énième film d'amour pour moi qui est encore une fois extrêmement bien géré, très lumineux avec cette lumière notamment jaune qui vient se poser sur tous les personnages, la ville aussi, l'environnement et cette lumière bleue qui essaie de les attraper, qui parfois me fait penser du coup plutôt au rêve, les personnages qui fuiraient vers ce bleu et finalement dès qu'ils s'y retrouvent, on est sur plutôt un bleu morose qui vient les faire évoluer dans toute cette histoire. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce film de Wong Kar-wai là, encore une fois. Clément, t'en as pensé quoi toi ? Moi j'ai un vague souvenir d'Happy Together, je l'ai eu juste après qu'on ait vu Chungking Express l'année dernière, donc j'avais fait Happy Together et 2046 que j'avais beaucoup aimé. Happy Together, moi j'aime bien le fait qu'ils sortent un peu de Hong Kong pour aller en Argentine, il me semble, ça se passe en Argentine. Ouais. Même s'ils filment l'Argentine comme Hong Kong en fait, t'as les mêmes couleurs donc. Je suis d'accord. Après, le film m'a pas forcément marqué. Moi ce qui m'avait marqué chez Wong Kar-wai c'était Chungking Express pour la structure du scénar. C'est son film précédent je crois, c'est juste avant. Oui voilà, en film culte pour moi, pour Wong Kar-wai je mettrais plutôt Chungking Express. Happy Together, j'avais pas forcément aimé la relation entre les deux. Relation toxique. Très brutale. Assez brutale, mais moi j'y croyais pas. Ouais. C'était ça. Mais esthétiquement, ça reste super cool. C'est magnifique. Ok, effectivement, il y a beaucoup de scènes de bagarre. L'appartement, c'est un vrai ring de boxe entre les deux. Lucie. Moi, je l'ai pas vu, mais de ce que vous en dites, je sais pas. Moi, j'aime bien voir des amours toxiques au cinéma. Je trouve que ça donne un petit côté. Bravo Lucie, c'est le film du jour. Tu n'as pas vu le film du jour, tu seras puni. Mais du coup, tu disais oui, je sais pas, moi j'aime bien. Justement, ça change de, par exemple, Maria Rêve où Ben disait qu'on voyait des amours cucu. Moi, je trouve que justement, les relations. Non, mais là c'est pas cucu. Là. Justement, voilà, les amours toxiques, je trouve ça change et je sais pas, montrer toute la passion et ça donne ce côté tout. Je sais pas, tout est hyperbolique. On voit à la fois la puissance de l'amour et en même temps les limites à je sais pas, négliger l'autre et lui faire du mal sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit et je trouve que que Wong Kar-wai de manière générale dépeint beaucoup de ce cas de figure où justement il montre des personnes qui se déchirent et qui réapprennent à vivre tout le long de leur histoire. Enfin, c'est le cas de In the Mood for Love où il y a toute cette reconstruction du couple à travers l'autre, etc. Et là c'est plutôt une destruction en quelque sorte des couples. Enfin, c'est deux amoureux qui se déchirent, qui se retrouvent, qui s'aiment plus. C'est traité d'une façon intimiste. On a vraiment l'impression d'être avec eux. Où il y a tout un univers visuel qui est propre à Wong Kar-wai, donc qui fait penser au fait qu'on est dans un monde totalement différent, avec des actions totalement différentes de la réalité qui se passe. Enfin, moi, il y a une scène dans le film qui m'a beaucoup marqué, c'est quand ils jouent au foot ensemble dans une rue qui est marquée par le soleil, où c'est juste des hommes transpirants qui jouent au foot. On a l'impression que quand il a filmé ça, Wong Kar-wai, c'était même pas voulu, qu'il a juste dit allez jouer au foot avec eux et ça prend une part de réalisme que Wong Kar-wai a tendance à beaucoup démarquer. Enfin, il montre beaucoup la vie des gens et d'une façon décalée. On parle d'Happy Together, mais je pense surtout à Fallen Angel quand je dis ça, où on suit cet homme qui sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, qui raquette des gens, qui erre, mais qui a quand même un chez lui finalement, et on est sur ce genre de personnages qui sont pas...
concerne pas et qu'on sait pas trop ce qu'ils vont faire pendant le film, et ça donne un aspect vraiment intéressant au film. Ouais, effectivement. On a tout été dégringolade. En plus, dès qu'ils se retrouvent, et qu'ils se remettent ensemble, on a dès le début un éloignement, un refus de l'un vers l'autre qui va continuer derrière. L'amour de l'un va passer au harcèlement, tandis que l'autre va plus devenir jaloux. Tu me dis si j'ai tort. Mais justement, avec Wong Kar-wai et le cinéma hongkongais de manière générale, et même l'asiatique en très très gros, il y a moins cette notion de comprendre un film, c'est plus de l'apprécier, d'apprécier ce qu'on voit sans forcément chercher une explication à ça, et c'est très présent dans le cinéma de Wong Kar-wai, sauf ces derniers films qui sont beaucoup plus je pense à Grand Master qui est un film qui est beaucoup plus institutionnel, qui garde un esthétisme qui est très intéressant, mais qui garde une continuité assez logique de l'histoire, etc. Alors que dans son expression qu'il a dans des films comme Chungking Express, Happy Together et Fallen Angel, c'est vraiment juste un esprit de contemplation en quelque sorte, où il n'y a pas de comprendre ou quoi que ce soit, c'est juste tu vois deux personnes qui s'aiment plus, qui se détruisent, et on s'en fout finalement de comprendre ou pas pourquoi ils font ça ou qui ils sont par rapport à l'histoire ou quoi que ce soit, juste on assiste à ça, et je pense qu'on peut remercier Wong Kar-wai de nous faire vivre ça. Dis-moi Benjamin, t'aurais pas aimé ce film par hasard? Ouais, si. Franchement, j'ose même pas passer après toi. On va enchaîner avec la suite. On s'écoute Happy Together de The Turtle, et ensuite on enchaîne avec le box-office et le jeu. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Très bien, du coup le box-office, je vous fais un petit résumé des 10 films en tête de classement. En 10e position, on retrouve Black Adam, 73 824 entrées par semaine. Au cumul du coup on est à 1 995 000 et des poussières pour sa 5e semaine d'exploitation. En 9e position, on retrouve Novembre en entrée cumulée à 2 240 000 et quelques entrées pour sa 7e semaine d'exploitation. C'est pas mal de minutes. Exactement, le film du coup a plu au public et continue de plaire du coup à l'heure où on vous parle. Vous avez vu Novembre ? Oui. Tu as vu Novembre ? Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé en 2 mots du film ? Je sais pas trop. En fait, ça m'a vraiment choquée. En fait, des fois, j'ai l'impression de vivre dans mon petit monde. Et là, j'avais l'impression pour la première fois de réaliser ce qui s'était passé quand j'étais petite. Genre qu'il y avait eu toutes ces scènes où... je me rappellerai toujours au collège, c'était douloureuses minutes de silence. Et je comprenais pas vraiment pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Enfin, je savais. Mais et là, d'avoir toutes les images et de mieux comprendre les faits, etc. Puis j'aimais bien parce que c'était pas vraiment un film qui était manichéen. Enfin, on voyait les travers de la police. Et à des moments, je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est si long ? Vraiment, ils sont incompétents, c'est une catastrophe. Et après, d'un autre moment, il y avait Ben à côté de moi qui me disait, mais tu te rends pas compte, en l'espace de 2 jours, ils ont trouvé un mec qui était inconnu au bataillon. Et c'est là que je me disais, ah ouais, quand même, ils ont fait un taf de ouf. Et je sais pas, c'était tout un côté, tout le côté judiciaire ou même politique, c'est vraiment quelque chose qui me touche pas. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le cinéma, c'est que ça me permet des fois de réaliser des trucs que tout le monde a conscience en regardant les infos, mais je sais pas, du coup, ça me fait sortir de ma petite bulle et un peu rentrer dans le monde. Et donc, j'étais vraiment choquée en sortant du film. Vraiment, je me suis dit, mais il s'est passé ça, on n'est pas en sécurité quand on marche dans la rue et tout. Après, j'étais paniquée pendant une semaine, mais voilà. Franchement, c'est un film vraiment. Je trouve que c'est important de le voir et limite, je me dis que c'est un film qu'on pourrait projeter dans les classes, par exemple. Ok, effectivement, ça te fait même revivre, puisque ça revivra du coup un instant tragique. Mais c'est comme quand j'étais au collège, j'avais vu un film en version. Enfin, c'était dans le grand amphithéâtre du collège, etc. Et c'était un film un peu dans le même style où c'était. Je sais plus du tout le titre, mais c'était deux femmes. On suivait leur parcours en tant que jeunes françaises qui se faisaient embarquer dans le djihad, etc. Et je trouve que ça avait la même vibe de nous apprendre. En fait, c'était un film didactique, je trouve, tout simplement. Ok. Après, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, moi je trouve que le film est justement un peu manichéen. Étant donné qu'on présente les personnages uniquement par leur poste de fonction, que le policier dans le film est un policier et qui reste un policier et qui n'a pas de vie privée. Il y a des petits moments où par exemple il téléphone et on entend son fils au téléphone, etc. Moi j'ai bien aimé parce que c'était un peu le don de soi-même de dire la police ils sont prêts à nous défendre et en mettant leur vie entre parenthèses en fait. Ouais, mais justement le film il est un peu factuel pour moi. Je trouve qu'il y a toute cette notion de on raconte ce qui s'est passé et finalement tu t'attaches à aucun personnage et tu suis juste une histoire qui se raconte. Et je trouve qu'ils ont peut-être un peu trop essayé de mettre le coup de l'émotion sur le fait que c'était les attaques du Bataclan et qu'ils ont un peu délaissé dans l'histoire la partie émotion en disant que l'événement suffirait à l'émotion et je suis pas forcément d'accord avec ça personnellement. Enfin, je trouve qu'il y a toute une émotion au travers l'événement bien évidemment, mais c'est important on reste quand même dans une fiction et dans une salle de cinéma et donc pour moi c'est important de s'attacher au personnage principal, d'avoir un peu de l'émotion quand on regarde le film. Et moi j'avais vraiment juste l'impression qu'il nous racontait comment l'opération se passait à la limite d'un documentaire et pourtant ça reste quand même très fictionnel. Moi donc je suis pas d'accord. je suis assez mitigé sur le film parce que je l'ai bien aimé, enfin visuellement etc. Il n'y a rien à dire. Cédric Jiménez fait du bon cinéma, mais après sur tout ce qui est le fond et la forme, je suis pas sûr que... Enfin, je trouve qu'il aurait été par exemple plus intéressant de faire un documentaire directement si on voulait raconter une histoire d'une façon factuelle comme ça. Dans le film... En vrai, peut-être que... j'ai envie de te dire, peut-être que Novembre fera partie du coup d'un film du jour dans une émission, parce que du coup, c'est effectivement un film qui peut porter débat sur l'artistique et les événements qui s'y passent, et qui peut être vachement intéressant en parler en émission. Et voilà, encore un débat enflammé entre... Ouais, mais vous deux, vous êtes chaud, hein. Vous êtes chaud. Juste on parle de cinéma. Exactement. Ça s'arrête là. C'est le but de l'émission. Exactement. Non, mais moi, je suis hyper content d'être là. Son cadeau de Noël, il a dit tout à l'heure. Je suis content. Voilà. Que je vais
continuer mon box-office. On enchaîne avec la 8e position, Armageddon Time. Oh là Très bon film. Qui fait Très bon, pour sa deuxième semaine d'exploitation environ 93 000 entrées cette semaine. Suivi par les Amandiers. Les Amandiers qui fait une belle rentrée pour sa première semaine d'exploitation. Qu'est-ce qu'il y a? On avait encore un débat sur On avait commencé à parler d'Armageddon Time. Ouais, ça, D'Armageddon Time, j'ai bien mais tu nous as senti. pas laissé parler. Vous voulez dire un petit mot? Par contre, en 2 mots. En 2 mots, je pense que je laisserai juste un long soupir. Ça dira tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. En 2 mots, beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Eh bien, ce seront les mots d'Armageddon Time dans cette émission. Du coup, les Amandiers, effectivement, qui fait une belle entrée pour sa première semaine d'exploitation, 104 000 entrées. Et en 6e position, les Femmes du Square, 105 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation. Donc encore une fois, très belle entrée. Masquerade qui reste assez haut, 5e position, 131 000 entrées pour sa 4e semaine d'exploitation. La 4e position reste un peu. 3e, Simone, Le Voyage du siècle. 2e position, Couleur de l'incendie. Et en première position, avec au cumul 2 400 000 entrées environ pour cette avec cette 2e semaine d'exploitation, c'est Black Panther, Wakanda Forever. Normal. Ah, je pensais qu'il n'était pas encore sorti. Eh bien, si. Je vous propose, pour finir, un petit jeu. On va passer à une anecdote, un film. Mauvais jingle. Moi, j'aimais bien. C'est quoi le principe du Le principe du jeu est extrêmement simple. Je vous donne une anecdote. Vous me trouvez le film. Alors, on va commencer avec celui-là. Écoutez bien, parce que dans l'anecdote, du coup, il y a certains noms de personnages. Je viens de voir de qui. Ah. Je viens de voir le film en question. Oh, merde. Non, Voilà, Ben faut ne jouera pas pas. tricher. Ben ne jouera pas parce que c'est un film pour toi, Lucie. Oh. C'est un film pour toi, Lucie. C'est un film cucu, c'est ça? Non, c'est pas un film cucu. Je t'interdis de dire que c'est un film cucu. Bon, il est un peu film cucu. nul. Non, il est pas nul. Arrête. Toi, tu es méchant. Du coup, l'anecdote. Écoutez bien, du coup, il y a des noms de personnages, d'acteurs, des fois de réalisateurs, qui peuvent donner l'indice du film. Lors de sa célèbre confession au Fratelli, Choco avoue avoir renversé une C'est bouteille. les Goonies. C'est les Goonies, bien joué. Choco avoue avoir un jour renversé une bouteille de faux vomi en haut d'un balcon de cinéma. Cette farce exista vraiment et son auteur n'est autre que Steven Spielberg lorsqu'il était adolescent à Phoenix, en Arizona. Je savais même pas que c'était Steven Spielberg qui l'avait réalisé. Non, il l'a Non, pas c'est pas lui, réalisé. c'est pas Il l'a lui. pas réalisé. Il l'a juste produit. Il l'a produit. C'est l'argent. La moula. La moula. Le bif. Pour la 2e anecdote, qu'est-ce que je vais avoir? Ce film de mi-animation, mi-vie réelle, détient néanmoins un record toujours actif, celui du plus long générique de fin, qui dure 10 minutes, avec plus de 800 personnes qui ont travaillé sur le film. Oh, c'est le truc là. Space Jam. Ah, c'est Non, ce que ce n'est j'allais pas dire. Space Jam. Moi aussi, j'ai pensé. Roger Rabbit. Bien joué. Qui veut la peau de Roger Rabbit? J'en ai même une très belle du coup par rapport à une autre anecdote par rapport à ce film. Durant plusieurs jours après la sortie du film, le fils de Bob Hopkins lui a fait la tête. Du haut de ses 3 ans, il ne digérait pas le fait que son père ne lui ait pas proposé de rencontrer Bugs Bunny. C'est le tournage. Ça, c'est une anecdote que je trouve cool. C'est trop mignon. Elle est mignonne. C'est mignon. C'était Zemeckis, c'est ça, je crois. Je sais plus. Dans une scène du film, tous les jeunes élèves présents dans la salle de classe sont des enfants ayant passé le casting pour interpréter le jeune Antoine Douanel. 400 coups. Les 400 coups, bien joué, Benjamin. Bien joué, bien joué. T'as Bien triché. Antoine Douanel, au bout d'un moment, je le connais. Hein. J'aurais juste pu me tromper le nom du titre. Moi, je connais même pas le nom de l'acteur. Jean-Pierre Léo. Ouais. Faudrait un petit buzzer comme ça. Exactement. J'ai le prochain. Vous êtes prêts? L'idée du film naît chez l'artiste français Pierre Bismuth, qui, une nuit, partagea avec le réalisateur du film cette pensée. Imagine qu'un jour, tu reçois un courrier indiquant que telle personne t'a effacé sciemment de sa mémoire. The Eternal Spotlight of Sunshine. Pourquoi Il l'a mal prononcé, mais oui, c'est ça. Benjamin. The Eternal Spotlight. J'arriverai jamais à dire ce titre. Eternal The Spotlight Eternal- of Sunshine. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Eternal Nul. Sunshine of Spotless Est-ce qu'on peut Mind. dire qu'il a eu faux du coup? Non, on va dire quand même que tu as raison, sauf si Clément arrive à le dire correctement du premier coup. Ouh. J'ai pas vu le film. Ça n'a pas de sens. Tu peux dire le titre, j'ai pas vu le film. C'est interdit, t'as pas le droit de prononcer les films que t'as pas vus, c'est comme ça. Ok. Un film qu'on a tous vu ici. Enfin, Lucie, toi, je sais pas, mais par contre, les deux Gugus à côté, je sais qu'ils l'ont vu. Bah, ça Persona t'est avec bien Mark faux, Bergman. déjà. Si c'est ça. Ok. T'as triché. Ginger Rogers devait fréquemment changer de chaussures car celle-ci était recouverte de sang à force de danser durant les prises. C'est Pulp Fiction. Non, comédie musicale. La La Land. Non, vieux. Alter Oh. hollywoodien. Le film là où West Side Story. Non, je vous en dis une autre. Fred Astaire et le compositeur Irving Berlin se sont rencontrés durant la production de ce film et sont devenus amis pour le rester à vie. Ah, Pour c'est l'instant. pas les deux filles là où elles chantent et tout. Ouais, c'est une comédie musicale en même temps. Non. Les Demoiselles de Rochefort. Oui, c'est ça, les Demoiselles Âge d'or de hollywoodien. C'est le truc qu'on a vu. Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Fred Un train Astaire, nommé Ginger Désir. Rogers. Non, c'est pas Une ça. comédie musicale. Je sais pas. Moi, je suis nulle en comédie musicale. Moi aussi. Ah, Mary Poppins peut-être. Non. C'est pas Et une c'est comédie musicale. Top Hat. Top Hat, voilà. C'est le Réalisé truc qu'on a par vu. Marc on l'a vu en première Sandrich. Exactement. Je connais pas. Je vais en faire encore deux. J'en ai une, vous la connaissez sûrement. Afin de rendre crédible le couple qui joue à l'écran, Michelle Williams et Ryan Gosling vécurent ensemble durant plusieurs semaines dans une maison louée. Blue Valentine. Exactement. Blue Valentine. J'ai buzzé. Bien joué. Blue Valentine. Donc effectivement, Michelle Williams et Ryan Gosling vécurent ensemble durant plusieurs semaines dans une maison louée pour l'occasion. Et le dernier, je vais en faire un petit dernier et après on annoncera les sorties de la semaine et on finira l'émission comme ça. Ok. Le réalisateur eut l'idée d'écrire le film en apprenant sur Internet l'existence d'une croyance appelée Nibiru Cataclysme. Selon certains, une planète inconnue du système solaire se dirigeait droit vers la Terre pour entrer en collision au début du XXIe siècle. 2012. Sans qu'une date exacte ne soit avancée. Don't Look Up. Non. 2012. C'est pas le truc avec. Pourquoi il dit pas non? Ah, c'est après 2000. Je l'ai. Armageddon. Mélancolia. Bien joué. Ah putain, oui, c'est ça en plus. Bien joué. De Bah Lars voilà. von Trier, regardez ce film, il est génial. Ah, oui, Je me suis endormie Avec devant Charlotte. tellement il était génial. Bon, bah, c'est la fin de ce jeu. Est-ce que ça vous a plu? C'était un petit moment court. Franchement, j'ai j'ai des bonnes réponses J'ai données. beaucoup aimé, j'ai Je 2 note points. 8 sur 10. Qui a Parce que j'ai perdu pas gagné, du coup ça perd 2 points. Eh ben nickel. Bah, avec Clément, on va terminer par les sorties de la semaine. Un mélange entre du coup les films sortis cette semaine, puisqu'on a cette émission vendredi, et qu'elle se passera sûrement les mardis, juste avant les sorties du mercredi. Comme ça, avec une semaine d'intervalle entre deux émissions, tout le monde a une semaine pour voir les films de la semaine. Beaucoup de semaines dans mes phrases. Trop. Beaucoup trop. À partir de maintenant, t'as plus le droit de dire semaine. C'est vrai? Boum. C'est un challenge. Alors, dans la sortie des prochains jours, du coup, cette. Du coup, c'est j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à le faire. Sans dire cette Est-ce que semaine. t'avais les sorties du 23 aussi? Et du coup, c'est à ouais. bannir aussi. Du coup, dans les sorties du 23, on a Les Miens qui est sorti. Moussa a toujours été doux, altruiste, présent pour sa famille. Un jour, il chute et se cogne violemment la tête. Et il souffre d'un traumatisme crânien méconnaissable. Il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 4 vérités. Un film de Rochdi Zem. Ensuite, on a She Said. Je te laisse en parler, Clément. Ouais, She Said de Maria Schrader. 2 journalistes du New York Times, Meghan Tony et Jodie Cantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l'origine du mouvement MeToo, leur investigation a brisé des décennies de silence autour de problèmes des agressions sexuelles. Et d'autres films comme Le Menu, Saint-Omer, Aucun ours
et notamment Bones and All, qui est quand même sorti du coup ce 23 novembre, du réalisateur Luca Guadagnino, Nino, je crois, qui nous a réalisé Call Me By Your Name et Bigger Splash. Moi j'avais beaucoup aimé. T'as dit quoi? A Bigger Splash. Et Bigger Splash, je sais pas du tout. J'avais entendu Whiplash. Ok, ça raconte du coup l'histoire de Maren qui part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l'embarquer dans un road trip enflammé sur la route de l'Amérique profonde. Alors, il est pas vraiment enflammé le road trip. Ah, il est pas vraiment enflammé. C'est un peu contemplatif, un peu long. Ouais, vraiment. Faut aimer ce genre de cinéma quoi, pour aller Faut voir. aimer la nature aussi. Très bien, donc il rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l'embarquer dans un road trip contemplatif sur les routes de l'Amérique profonde. Leur amour en naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons? Ça donne envie d'aller au cinéma. Exactement, c'est un peu le but de cette émission, Lucie. C'est de donner envie aux gens d'aller au cinéma. À part Christophe Honoré, peut-être. Et ben voilà, cette première émission sera cassée. C'est un sur cette cassure de Clément. Je t'ai cassé. Écoutez, merci à vous. On va peut-être finir sur des recos culturels que vous voulez. Si jamais vous en avez une en tête, quelque chose que vous avez vu, lu, écouté il n'y a pas si longtemps, ou même que vous aimeriez voir et que vous conseillez aux gens. Clément, une idée? Tout à l'heure, on parlait de la série de Guillermo del Toro. Comment il s'appelle? Je sais plus. Cabinet des curiosités, c'est ça? Le cabinet des curiosités qui est vraiment chouette, des petites histoires d'horreur ou un peu SF, etc. À la manière des Contes de la Crypte avec des références à Lovecraft. Ouais, un vrai mélange entre la quatrième dimension et Lovecraft, les Contes de la Crypte, et puis il y a un petit peu de référence à Métal Hurlant, le magazine de SF. Dans les années 70-80. Dans un format super chouette. C'est super chouette. Ça dure 40 minutes par épisode à peu près. Ouais, c'est ça. Petite histoire d'horreur, pas trop violente, pas trop, c'est pas trop vénère. Donc, et c'est très bien. Il y a des très bonnes idées de mise en scène. Et puis, toujours avec les décors, Del Toro, il joue beaucoup sur les décors. Ouais. Ça, il aime bien. Un format particulier, pas particulier, mais du coup sympathique. Il fait diriger les films par une personne différente à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça fait du bien de voir des trucs comme ça. Moi, ça me fait du bien. À la Hitchcock. Et puis, en musique, je dirais le nouvel album de MGMT. Ok. Je crois que j'en ai écouté une partie, effectivement. Ils reviennent après un moment. C'est une folie. Ouais, ça doit faire 3-4 ans que vous n'avez pas sorti un truc. Là. Ouais. Lucie? Moi, c'est pas du cinéma pour le coup, c'est de la littérature. C'est 2 livres que j'ai dévorés en 15 jours à peine. Pourtant, ils sont vraiment très très gros. Ils font pratiquement 500 pages les deux. C'est de Melissa d'Acosta. Le premier, ça s'appelle Je revenais des autres. Et en fait, la suite, du coup, ça s'appelle Les douleurs fantômes. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 20 ans, qui s'appelle Ambre. Elle entretient une relation... c'est l'amante d'un homme qui est marié, en fait, qui a 2 enfants et qui a encore sa femme. Et elle est en conflit avec ses parents. Enfin, c'est un peu le stéréotype de l'ado qui est en totale rébellion. Elle est à la fac, elle veut plus y aller et tout ça. Et elle va se concentrer sur cette relation avec cet homme qui va en fait la considérer comme sa pute, littéralement. Et il va lui payer un studio, il va lui offrir des cadeaux, etc. Elle va s'isoler totalement du monde. Et elle s'isole tellement qu'à la fin, elle ne sait plus comment faire. Et elle fait une tentative de suicide. Et c'est cet homme qui va la récupérer comme ça dans sa baignoire, l'emmener à l'hôpital. Et elle va commencer petit à petit à renouer des liens avec ses parents, mais ça va être difficile. Et elle se dit dans une ultime tentative qu'elle part dans un chalet à la montagne en saison hivernale, et c'est là qu'elle va reprendre sa vie il y a des grands passages de contemplation où elle fait des randonnées dans la nature, elle va rencontrer d'autres personnages qui sont aussi meurtris qu'elle, et au final on s'attache énormément aux personnages, c'est très psychologique, et il y a toute cette ode à la nature, à retourner à la montagne pour se rapprocher des vraies choses, et que finalement la ville c'est un peu le fouillis partout et qu'on peut vite s'y perdre, quoi. Ok, en t'écoutant, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir lu le livre. Toute l'histoire est dévoilée. Bon, ça va. Moi, je vais parler de... Enfin, il y a pas longtemps, j'ai regardé le film Y tu mamá también. Ah, tu l'as bien prononcé, je suis contente. Qui est un film d'Alfonso Cuarón qui a réalisé le fameux Harry Potter 3.
Il n'a pas réalisé que ça. Hein. Pour retenir qui c'est. Et non, c'est un film qui est, je trouve, vraiment beau sur les relations de jeunesse que deux hommes peuvent avoir. Je vais te couper en disant que Clément devrait regarder ce film parce qu'il y a beaucoup de sexe. Donc il serait content. Merci. On va le prendre comment? Sa réputation est ruinée. C'est vrai que le film, c'est un peu un film de pervers sexuel parce qu'il raconte vraiment deux jeunes de 17 ans qui se font des blagues immatures tout le long du film. Mais c'est vraiment un beau film, je trouve, sur le rapport à l'amitié, sur le rapport à l'amour, sur l'importance de qui on est réellement quand on a 17 ans et sur le plaisir, sur la nature. Enfin, c'est un film, c'est un road trip, c'est un road movie sur deux lycéens qui vont avec une femme pour chercher une plage qui n'existe pas. Et le film est vraiment beau, parsemé d'embûches entre les relations de chacun. Et les amis se détruisent petit à petit tout le long du film pour cette femme. Et on se rend compte finalement que l'amitié peut vite partir pour l'amour. Et c'est un film que je trouve a des sujets qui sont assez marquants, touchants. Et c'est pas pour autant un film... qui va chercher ça. Ça va pas être, c'est plus quelque chose qui va être mis au second plan. Enfin, il y a toute une idée d'implicite dans le film qui est vraiment assez fou, je trouve. Ça serait ma petite reco ciné que j'ai vu. Sympathique. Et moi, je terminerai avec un documentaire dont j'avais parlé lors de la dernière émission de radio que j'ai fait, la seule radio que j'ai fait, parlant de cinéma dans la même ambiance. Et à peu près le même fil rouge que cette émission-ci. Je remercie notamment l'équipe de Rec Radio de me laisser prendre tout ça et le partager avec des nouveaux auditeurs, je l'espère. Et bien, ma recommandation est Beam Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy, qui est un documentaire par Pamela Big Green avec Jodie Foster à la voix et qui va retracer l'histoire, en tout cas va partir à la recherche de la première femme réalisatrice, Alice Guy, qui a une vie complètement folle. Et à la fin du film, je vous l'assure, vous vous poserez la même question que l'intro. Je ne sais pas qui est cette femme et je ne comprends pas pourquoi. Ça fait 2 questions. On terminera cette première émission là-dessus. Je vous remercie et je remercie les chroniqueurs qui m'ont accompagné. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais trop hâte de lancer Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Ça m'a fait très plaisir d'être ici. Moi, ça fait très plaisir que tu sois là pour la première, Benjamin. J'espère qu'il y aura plein d'autres émissions, qu'on pourra faire tourner des gens du CLCF. L'émission va être tournée dans la salle radio réservée sous Sifacom. Et voilà, j'espère faire tourner plein de gens, partager des moments de cinéma avec tout le monde sur les sorties de la semaine, des films qui nous plaisent et surtout une bonne ambiance. Je vous laisse avec une dernière musique, You Sexy Thing de Hot Chocolate pour le film Boogie Night. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? I needed you so badly. How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, making love to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Sexy thing. Where did you come from, angel? How did you know
thing you